La journée se poursuit, journée mondiale de l'Afrique, toujours avec Dey Marifal. Marie, comment ça va à cette heure de la journée? Ben écoute, on essaie de faire aller, hein. Ce fut une très longue matinée. On a entamé l'après-midi du 25. C'est certain que c'est une journée extraordinaire où on va à la rencontre d'un certain nombre de personnes qui ont des opinions aussi bien sur le continent que dans la diaspora. Absolument, longue mais belle matinée et nous passons une belle journée ensemble, journée mondiale de l'Afrique. Et puis beaucoup de nos interlocuteurs ce matin nous disaient découvrir cette journée. Est-ce que c'est aussi le cas de vos amis, collègues qui sont en ligne avec nous, Samira et Jean-Marie? Merci d'être là, merci de participer à cette rencontre pour évoquer avec nous la journée mondiale de l'Afrique. Est-ce que vous allez bien d'abord? On prend d'abord de vos nouvelles avec cette pandémie. C'est important de savoir comment vous allez. Très bien physiquement, hein, mentalement un petit peu moins, mais ça peut aller, on fait aller. Bon, c'est l'effet du confinement, j'imagine. Tout à fait. Mais moi également, tout va bien. En fait, je ne subis pas le confinement. Simplement, je subis, le confinement m'a empêché de rentrer plus tôt chez moi. D'accord, très bien. Parce que vous êtes du Gabon, hein, Jean-Marie? Je suis du Gabon, oui, je suis venu voir mes enfants depuis Noël. Et ben, ça y est, voilà, je suis coincé. Donc, vous êtes en France actuellement, c'est ça? Absolument, oui. Bon, très bien. Samira, vous êtes à Montréal. Oui. Et puis, Marie, dites-nous dans quelles circonstances vous avez rencontré ces deux personnes extraordinaires. Alors, Samira, c'était lors d'une journée qui était organisée ici à Québec. Et elle est venue contribuer. Rafraîchis-moi un peu la mémoire, Samira. C'était le 3 février, je pense 2012. Et c'était pour la journée, en fait, c'était une conférence sur les droits des femmes. Et c'était surtout pour ce qui est des femmes maghrébines. Donc, et c'était le Conseil du statut de la femme qui avait organisé ça avec une association des Maghrébins à Québec et j'y étais invitée. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau rappel, ce beau souvenir. Et Jean-Marie? Alors, quant à Jean-Marie, c'est dans le cadre du Réseau international francophone des aînés. Donc, ça, c'est le réseau des personnes aînées. Et évidemment, nous avons eu des moments assez intéressants et intenses au Burkina Faso comme ailleurs. Et évidemment, une certaine complicité parce que Jean-Marie fait maintenant partie du bureau du Réseau international francophone des aînés en tant que président de la section du Gabon. Merci. Alors, que vous évoque cette journée du 25 mai, sachant qu'elle est célébrée depuis 1963? Samira et Jean-Marie, vous avez la parole. Alors, si je peux me permettre, je vais dire que j'étais même pas au courant de l'existence de cette journée et je trouve ça très désolant de ma part d'être africaine et de ne pas connaître l'existence de cette journée. Mais ça souligne quelque chose. Ça souligne le fait que dans nos livres d'histoire, dans nos écoles, dans nos cursus, nos curriculums éducationnels, il n'a jamais été mis en évidence l'existence d'une journée pareille. On étudie sur toutes les autres journées qui existent, mais l'Afrique, là, ça n'existe pas. Et ça, j'ai trouvé ça désolant, mais je suis en même temps très ravie de la découvrir et puis de pouvoir y participer. Je vous remercie infiniment pour cette invitation pour y participer, en fait. Mais Samira, tu ne penses pas que c'est aussi du fait que les médias ne s'y intéressent pas? Parce que si toutes les journées sont si bien connues, c'est parce qu'effectivement, les médias s'y intéressent.
Définitivement, c'est certain que les médias jouent un rôle extrêmement important. Mais moi, la première responsabilité, je la remets, la remets comment dirais-je, à nos gouvernements respectifs. Par exemple, au Maroc, je vais parler de ma paroisse. Pour le Maroc, on n'a jamais entendu parler de la journée mondiale de l'Afrique. Et ça, c'est un manque. Je trouve que c'est un manquement au devoir, à nos responsabilités, à nos exigences, que de ne pas parler aux enfants, aux générations actuelles et futures de l'existence de ces journées. Maintenant, c'est certain que les médias jouent un rôle prépondérant dans la publicisation des différentes journées, que ce soit la journée de la femme, la journée, je ne sais pas moi, des droits de la personne, etc., etc. Ça en fait partie. Normalement, cette journée doit être amplement soulignée par l'ensemble des médias parce que l'Afrique n'est pas seulement un continent, mais c'est le centre de la Terre et puis ça contient énormément de choses en termes de richesse, de culture, de tradition. Et normalement, le monde entier doit s'intéresser à ce continent parce qu'il puise toutes ses forces dans ce continent-là. Donc, il doit s'y intéresser normalement. Tout à fait, d'accord. Alors, Jean-Marie. Oui, tout à fait. Moi, je dis comme Samira, hein, je suis d'accord avec elle, mais pour faire un peu de politique, hein, puisque personne âgée, on peut parler politique également. Moi, en fait, que je pense plutôt que c'est les chefs d'État qui avaient signé déjà, hein, qui avaient institué cette journée de l'Afrique, qui l'avaient instituée à l'OUA, qui n'ont pas fait de la publicité dans leur pays. Donc, en fait, ils ont été un peu plutôt complices de la division de l'Afrique. Ils n'ont pas pris ça comme étant à la limite, une ouverture, franchement, une grande ouverture. Moi, si par exemple, je n'avais pas connu Marie, je n'aurais jamais su. Je n'aurais jamais su qu'il y avait une journée africaine qui avait été instituée par l'OUA. Et comme elle me le dit précisément, elle me dit depuis 1963. Donc, en fait, c'est nos États, c'est nos dirigeants qui n'ont pas fait la publicité dans leurs pays respectifs. Et ce qui fait qu'en fait, Samira a parlé qu'on ne nous l'a jamais enseigné au primaire, même dans nos États. C'est seulement parce qu'en fait, nos dirigeants, quand ils sont venus de ces réunions, ils n'ont pas diffusé, ils n'ont pas publié, ils n'ont pas communiqué à toute la population qu'il y avait une journée africaine qui avait été instituée. Et moi, je dis, en premier lieu, l'auteur leur revient. Bon, maintenant, l'auteur, c'est vite dit. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui, précisément pour que cette journée, elle se fête un peu partout. Hein, je dis à ce qui me concerne, hein, c'est par l'intermédiaire, par exemple, comme je dis encore, heureusement que j'ai rencontré Marie dans nos différentes réunions du RIFA, du réseau international africain. Et sinon, moi, je ne l'aurais jamais su. Dès maintenant, moi, je sais qu'à partir de maintenant, hein, depuis d'ailleurs que j'ai l'information, depuis qu'elle m'a donné l'information, mais je me suis, puisque j'assure l'intérim du RIFA, j'ai donc écrit à toutes les sections africaines hein, pour déjà informer qu'il existe une journée mondiale de l'Afrique et que désormais, il faudrait la célébrer. Alors pour la petite histoire, Samira Laouni, quand cette charte a été signée le 26 mai, hein, parce que c'est le matin, elle a été effectivement produite le 25, mais le 25 mai 1963, mais le Maroc, effectivement, ne l'avait pas signé. Donc, bon, justement, ça vient nous chercher au niveau de l'unité, puisque Jean-Marie parlait aussi de politique au sens noble du terme, bien évidemment. C'est important quand on parle effectivement de cette unité de l'Afrique. Qu'est-ce qui vous marque tous les deux sur les dernières décennies-là? Qu'est-ce qui vous marque le plus sur ces 50 dernières années sur le continent? Pour ma part, c'est que depuis mon jeune âge, j'entendais parler de l'union du Maghreb. Déjà là, juste pour unir le nord, un petit peu de l'est à l'ouest de l'Afrique. Donc la Tunisie, la Libye, l'Algérie et le Maroc.
Et j'étais, en étudiant, en m'informant, et puis sur l'existence de l'Union européenne, je trouvais que ça allait faire un contrepoids, que l'Union maghrébine allait faire un contrepoids. Malheureusement, cette union n'existe toujours pas. Et non seulement elle n'existe pas, mais en plus, elle est complètement dans un déchirement catastrophique. Qu'on voit les relations entre le Maroc et l'Algérie, ou l'Algérie, la Tunisie, ou la Libye, qui maintenant est devenue comment dirais-je, un marché d'esclavagisme de nos temps modernes, alors qu'on avait aboli l'esclavagisme, et là, ça revient. Donc, en fait, c'est quand même la vente d'êtres humains, quoi. Oui, tout à fait, définitivement. Donc là, je suis juste en état de choc par rapport à nos responsables, à nos dirigeants, à nos politiciens, qui ne réfléchissent pas et qui ne voient pas ce potentiel-là de cette union, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'elle peut nous donner, et comment est-ce qu'on peut s'imposer en tant que continent, que Union africaine, en tant que pays indépendant, chacun avec ses propres politiques, ses propres façons de faire, avec son indépendance complète, mais unis dans une politique quand même continentale. Qu'est-ce que cela pourrait nous apporter? Qu'est-ce que ça pourrait apporter à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos futurs arrière-petits-enfants? Donc, malheureusement, il n'y a pas de cette vision-là, et ça, je suis très déçue de ça. Et d'ailleurs, c'est la chose qui nous a fait quitter, en fait. C'est parce qu'on ne trouvait pas, comment dirais-je, chaussure à notre pied d'un point de vue justice, d'un point de vue liberté, mais dans le vrai sens du terme, la liberté intellectuelle, la liberté économique, la liberté de politique, et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est tout ça qui nous a manqué, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis à Montréal et je ne suis pas à Casablanca, je ne suis pas à Marrakech. C'est quand même terrible, effectivement, qu'en 2000 encore, en l'an 2000, on puisse assister à cela. Et au moment où on prône plus que jamais l'unité des Africains, qu'on puisse être dans cette situation en Libye et dénoncée essentiellement par les ONG, par les organisations, les organisations internationales, les associations. Ce sont les populations qui se révoltent. On n'entend guère les politiques sur ces questions-là. Jean-Marie, comment ça vous interpelle? Bienvenue, Berada. Merci d'être avec nous. Amira. Non, mais si vous voulez, moi, je suis venu en France étudiant en 67. Et quand je suis arrivé en France en 67, j'ai eu la chance de rencontrer des grands frères qui étaient tunisiens, qui étaient algériens, marocains, sénégalais, nigériens, maliens, congolais de Brazzaville, congolais de la RDC. Et il y en avait également du Kenya. Donc, on était tous groupés au niveau de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Et c'est vraiment là-dedans que moi, même là aujourd'hui, je maintiens des relations avec un certain nombre d'entre eux. Et je pense également, je voudrais, si vous voulez, comment dire ça, je pense en faisant cette journée, en manifestant, en célébrant cette journée de l'Afrique. Je pense à tous mes amis, de la Guinée-Conakry, qu'on appelle autrefois la Guinée de Sékou Touré, qui se sont engagés auprès des pays aujourd'hui comme le Zimbabwe, qui sont allés étudiants, nous recruter par étant étudiants. Moi, j'ai failli partir. J'avais suivi une formation à l'époque pour aller au secours de l'Afrique, pour libérer l'Afrique. Si vous voulez, moi j'ai découvert ça donc, à travers la FEANF. Mais malheureusement, c'est le FEANF qui a également disparu parce qu'en fait, la FEANF, la France œuvrait pour la libération de l'Afrique.
Et est-ce que c'est ça, c'est ce mouvement de libération qui vous interpelle le plus sur ces 50 dernières années? Et quand on regarde la situation actuelle, sachant que le gouvernement français, par exemple, la semaine dernière, vote, vote ce projet de loi mettant fin, par exemple, au franc CFA. Comment vous vivez ça? La France il n'a pas mis fin au franc CFA. C'est une fausse alerte. Donc, quand on regarde le dossier de très près, nous étions déjà au niveau de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, nous ne voulons plus du CFA. Mais ça, je parle des années 67. Vous n'étiez peut-être pas encore né. Je parle des années 67 où toute l'Afrique, Samira a parlé de l'Afrique du Nord, mais il y avait des militants en Afrique du Nord. J'ai des amis. Je ne veux pas citer leur nom là, je ne sais pas s'ils vivent encore, mais il y a d'autres pays, des amis qui sont vivants, que j'ai d'ailleurs informé qu'on allait célébrer la journée de l'Afrique le 25. Je pense à mon ami qui est au Niger, je pense à mon ami qui est au Sénégal, un des anciens étudiants donc, avec qui nous avions célébré les journées, nous parlions des journées africaines au niveau de la FEAF. Non, juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, par rapport au gouvernement français, par rapport à ce projet de loi est-ce que par l'intitulé, quand les gros titres effectivement sont parus en disant la France adopte, alors que effectivement, mais c'est clair que c'est une monnaie coloniale, mais que ce soit la France qui décide n'est-ce pas là quelque chose d'absolument choquant? Comment vous percevez cela? Non, moi je dis franchement, moi j'ai lu ça, j'ai compris que l'Afrique n'était pas encore libérée. L'Afrique n'est pas encore libérée. Honnêtement, l'Afrique n'est pas libérée. Comment une discussion entre un président africain et le président français peuvent décider En fait, c'est un changement de nom en ce qui concerne le CEDEAO. Simplement, ils ont enlevé le nom de franc CFA pour le passer à un écho. Alors qu'en réalité, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, ils voulaient un écho avec plutôt se rapportant plutôt au Nigeria. Parce qu'en fait, c'est le Nigeria le plus grand pays. Le Nigeria a son Naira. Donc, cet écho que veut la Côte d'Ivoire n'est pas du tout accepté par l'ensemble des États de l'UMOA. Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est la fois de changer de nom, puisqu'en fait, ce n'est pas la première fois que le franc CFA change de nom. En Afrique centrale, chez nous, on appelle ça la monnaie communautaire. Vous voyez, donc, ils veulent absolument... Non, sinon la parité reste la même. La parité reste exactement la même. L'argent il est toujours imprimé en France. Tout le monde sait où ça se passe, dans la banlieue de Bordeaux. Donc, tout ça, c'est connu. Alors, ça vient compte tenu de ce que dit Jean-Marie. On est loin d'être dans une unité où tout le monde se comprend. Et comment vous pensez que justement les générations, puisque vous parlez de vos enfants, des petits-enfants, enfin bref, des nouvelles générations et celles qui arrivent, comment vous pensez qu'on va sortir finalement de cette situation-là? Samira veut parler peut-être? Oui, Samira voulait intervenir. Et, moi, de ce point de vue-là, je pense qu'il est de notre devoir, à partir d'aujourd'hui, d'enseigner cette histoire, cette belle histoire de l'Afrique à nos enfants, justement. Parce que déjà que nous sommes loin de l'Afrique, nous sommes loin physiquement, pas de cœur, mais loin physiquement quand même de l'Afrique. Donc, il faudrait qu'on inculque à nos enfants, aux futures générations, c'est quoi l'Afrique, de quoi elle est constituée, comment elle a progressé, comment elle a été colonisée, comment elle a eu son indépendance, que moi je mets entre guillemets une indépendance, je pense sur papier, mais qui n'existe pas réellement dans les faits. Donc, c'est l'enseignement de cette histoire-là qui va nous permettre peut-être de retrouver une certaine union, parce que par l'éducation, on peut changer les choses. Mais sans cette éducation-là, on le voit aujourd'hui, tous nos jeunes ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'atteindre l'Occident, de s'enfuir de l'Afrique. Donc, c'est très révélateur. C'est vraiment très révélateur d'une crise
extraordinairement dure, difficile et urgente à régler. Pourtant, Madame Berada, vous souhaitiez intervenir. Oui, oui, oui. J'aimerais parler des enfants qui meurent de faim en Afrique. On vous écoute. Oui, d'accord. Donc, je me dis que c'est inconcevable qu'en 2020, au 21e siècle, que des enfants meurent de faim en Afrique. D'autant plus que l'Afrique recèle d'énormes potentialités. Donc, il serait temps que l'on remédie à ce problème-là. Les pouvoirs publics devraient tout faire pour éradiquer ce problème-là. Nous ne devrions pas, ou bien les enfants ne devraient pas mourir de faim au 21e siècle. C'est vraiment c'est inadmissible. Inadmissible que des enfants meurent d'inanition en 2020. Donc, il faut mettre tous les moyens pour que cela cesse. Je voudrais dire aussi qu'il y a le Maroc, qui est un pays pionnier dans ce domaine, c'est-à-dire dans l'autosuffisance alimentaire. Il pourrait donner un exemple à ces pays africains-là qui investissent dans d'autres domaines plutôt que dans l'alimentaire. Donc, c'est de la responsabilité. Mais tout ça, c'est de la responsabilité de qui? Ce ne sont pas les terrains qui manquent, ce n'est pas le climat favorable qui manque, ce n'est pas le climat favorable qui manque, mais ce n'est pas la ressource humaine qui manque, ce ne sont pas les semences qui manquent. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? La parole est ouverte. Les pouvoirs publics n'investissent pas dans ce domaine-là. Pardon? Allez-y. Oui, j'ai dit que c'est les pouvoirs publics qui n'investissent pas dans ce domaine. Comment dirais-je encore? Je suis complètement en accord avec Madame Berada qui dit que c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Certainement que c'est la responsabilité des pouvoirs publics, mais en arabe, on dit alors je vais faire une traduction très très rapide, c'est que comme vous êtes, vous allez être comme dirigé. Vous reflétez en fait, la population reflète le dirigeant et le dirigeant. L'état du dirigeant aussi reflète les que vous méritez. Pardon? En gros, vous avez les élus que vous méritez. Nous avons exactement. Donc, quand on parle de pouvoir public, je pense qu'il faudrait commencer par parler d'abord et avant tout de notre responsabilité en tant que population, en tant que peuple. Quelconque, que ce soit au Maroc, que ce soit au Niger, que ce soit au Tchad, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Gabon, que ce soit partout, c'est de notre responsabilité d'abord de faire de la sensibilisation, surtout nous, personnes, leaders, qui se sentent comme on a des organismes, des ONG, etc. Nous pouvons intervenir d'abord, nous, à notre niveau, par des sensibilisations pour que la population se réveille et qu'elle sache qu'est-ce qu'elle fait. Parce que quand est-ce que ça se traduit? C'est le jour du vote. C'est là où ça va se traduire. Et bien entendu, si les gens ne sont pas conscients de ce dont ils souffrent, mais ils sont comme la grenouille dans l'eau chaude. Plus on réchauffe, plus elle reste jusqu'à ce qu'elle crève. Donc, c'est ça notre problème populationnel, c'est que nous sommes tellement dans la misère. Mais quand je dis cette misère, c'est pas seulement la misère économique, c'est la misère même intellectuelle, c'est la misère de l'oubli de notre culture, c'est la misère de l'oubli de nos aînés, c'est la misère de l'oubli de nos traditions, c'est la misère de l'oubli de nos religions différentes. Donc, c'est cette misère-là et surtout la misère de notre dépendance de l'Occident. Et de notre dépendance de toujours vouloir mettre la signature de je ne sais pas quoi, je ne vais pas nommer des marques, mais c'est cette dépendance-là de laquelle nous devons sortir. Et pour sortir de cette dépendance-là et pour pouvoir mettre de la force et puis de la pression sur nos gouvernements respectifs et sur les autorités publiques,
eh ben, ça prend de la sensibilisation, ça prend un éveil, un réveil généralisé qui n'est pas encore là, malheureusement. Ça prend du courage, ça prend du courage. Énormément. Ça prend du courage. Vous êtes avec nous en direct avec notre fil rouge, Marie, et ses connaissances, ses amis, des gens. Commentez, partagez et puis participez aussi à cette émission, vous qui nous regardez, vous qui partagez. Donnez votre avis aussi. Nous célébrons ensemble la journée mondiale de l'Afrique en ce 25 mai 2000. Aminata Kanediaï, vous nous avez rejoint aussi. Vous êtes connecté avec nous depuis quel pays? La Sierra Leone. Bonjour à tous. Ah, très bien. Vous êtes en Sierra Leone. Merci d'être là. Alors, Marie, c'est encore une fois, depuis ce matin, effectivement, vous avez dit tout à l'heure lors de votre intervention que c'était une longue matinée, mais c'est une belle journée. C'est une belle journée. Avec cette... Mélina, écoute, moi je pense que la fin de la journée, je serai complètement capoute, complètement enivrée de toutes ces idées, de toutes ces personnes, beaucoup que je connais personnellement, qui font partie de ma vie. Et je pense que toutes ces contributions, évidemment, c'est des gens qui enrichissent ma vie et qui enrichissent cette journée aussi. Je les remercie d'avoir bien voulu participer. Et même si certains avaient un petit peu de réticence parce que ils me disaient, on ne connaît pas cette journée. Oui, mais c'est pas grave, vous connaissez pas cette journée. Dites-le et passez à autre chose. Voilà. Et l'année prochaine, vous ferez mieux. Comme l'a dit Jean-Marie, Jean-Marie a déjà alerté tout un réseau d'anciens étudiants de la FEANF en France qui sont maintenant à la retraite depuis très longtemps. Et j'espère qu'on va pouvoir les voir au sommet des aînés en février prochain à Dakar. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'on puisse se remettre ensemble, voir, examiner les voies et moyens de comment on peut, à notre niveau, faire en sorte que cette unité puisse se construire, cette unité africaine tant attendue. Tout à fait. Nos voeux. Voilà. Aminata, qu'est-ce que vous avez pris le fil de la discussion? Donc, vous avez entendu avec force Samira Laouni. Quelle est votre perception depuis Sierra Leone? Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de faire partie de cette première édition. Il était temps qu'on célèbre l'Afrique, il est temps qu'on donne des bonnes nouvelles sur l'Afrique. Donc effectivement, on a encore plein de choses sur lesquelles on doit travailler. Tout n'est pas parfait. Il y a encore plein de choses qui sont scandaleuses sur le continent. Mais moi, j'ai aussi envie de vous parler des choses qui se passent bien. Et il y a une chose qui se passe bien, qui est la tech. Je travaille dans une compagnie de télécom qui s'appelle Orange. Donc, je suis la directrice générale pour la Sierra Leone. Et je suis arrivée dans ce pays il y a 2 ans, après avoir passé 5 ans au Sénégal dans la même entreprise. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de choses qui se passent sur la tech sur le continent. Donc, déjà, on sait tous que l'Afrique a fait le saut de grenouille, le leapfrog, en passant de rien du tout au téléphone portable. Donc, on n'est pas passé du tout par les fixes. Et aujourd'hui, on a quasiment toutes les populations africaines qui sont connectées à leur téléphone portable. Donc, pas toutes à Internet, mais une grande partie des populations ont leur téléphone portable, qui leur permettent de faire plein de choses. Bien sûr, d'appeler, pour certains d'utiliser Internet, mais aussi de consulter les informations gouvernementales, de pouvoir faire des points avec leur docteur à distance, d'avoir leurs dossiers médicaux suivis, de pouvoir faire des transferts d'argent par leur téléphone portable. Et je parle simplement des téléphones qui n'ont même pas Internet. Donc déjà, on a énormément de choses que la tech a pu amener, beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données, beaucoup plus de manières de soulager la population grâce au téléphone portable. Ensuite, on a l'Internet qui nous a ouvert d'autres portes et qui nous permet aujourd'hui d'être connectés. On a à peu près entre 15 et 30% de la population africaine qui est connectée à Internet, pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas de connectivité partout, parce qu'il n'y a pas de téléphone portable partout, parce que les gens n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des téléphones portables. Mais on y arrive, ça progresse jour après jour.
et ça permet aux gens d'accéder à des choses formidables. Donc, on a de plus en plus de startups autour de la fintech, autour des applications, autour de la e-médecine, autour de l'éducation online qui sont en train de se développer. Et dans la crise particulière que nous traversons, le Covid-19, on voit que ces éléments-là sont importants. Donc, aujourd'hui, un exemple en Sierra Leone, le gouvernement a développé avec l'aide des opérateurs de téléphonie un système pour se faire un autodiagnostic grâce à son téléphone portable. Et donc, dès que les gens se rendent compte, après avoir répondu à une série de questions, qu'ils ont potentiellement le Covid-19, ils sont directement orientés vers les centres de santé les plus proches. On a aussi réussi à mettre en place, maintenant que les écoles sont fermées, un système où toute l'éducation est disponible en ligne gratuitement pour les étudiants. Donc, on a réussi à accélérer la digitalisation du continent dans ces 20 dernières années et plus spécifiquement maintenant lors de la crise du Covid-19. Donc, ce n'est pas parfait, mais on voit que les choses sont en train d'avancer dans la bonne direction et ça me donne beaucoup d'optimisme. Merci beaucoup, Aminata. C'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Et en même temps, alors, il y a effectivement cette numérisation, cet accès à la communication qui arrive à grands pas, ces nouvelles technologies. Et en même temps, on a des préoccupations comme celles qu'ont évoquées Samira tout à l'heure, comme celles qu'ont évoquées aussi Madame Berada. Comment faire le lien? Ce que Madame Berada dit avec force, elle dit qu'elle trouve inconcevable, inadmissible qu'en l'an 2000, qu'il y ait autant, elle a parlé des enfants, mais autant de populations qui meurent de faim. Et c'est clair, donc d'un côté, vous avez effectivement toute cette nouvelle technologie que vous développez, qui est admirable, Aminata, pour toute cette nouvelle génération, avec tout ce côté business effectivement en ligne et qui permet à l'Afrique de se hisser à n'importe quel niveau, au niveau mondial. Mais en même temps, on doit faire face à des défis incroyables, comme effectivement ces problèmes de famine ou ces problèmes de culture où les jeunes sont perdus, où on meurt encore effectivement dans l'océan. Enfin bref, c'est tout ça. Comment faire le lien? Est-ce que là, effectivement, il y a comme un problème intergénérationnel, il y a comme des mondes qui s'entrechoquent. Les mondes africains sont en train de s'entrechoquer, presque s'en mêler. À la fois, il y a on va pas dire une course, mais certainement une accélération pour justement se hisser à des niveaux, au niveau effectivement des autres pays, des autres continents. Et en même temps, on n'a pas réglé l'essentiel sur le continent. On crève de faim, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, on n'a pas des choses essentielles, on n'a pas de route. Oui. Donc, quand je dis ça, évidemment, je caricature à peine. Enfin, voilà, si nous parlons de l'Afrique, nous sommes là pour parler entre nous et dire quand même les vraies choses. Donc, il y a plein d'endroits, effectivement, où les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de quoi s'alimenter. Ils n'ont pas de quoi se nourrir parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et d'un autre côté, on a toute cette émergence, cette volonté des jeunes dynamiques. Aminata représente très bien, qui poussent. On a des startups qui sont magnifiques, qui sont géniales, avec des étudiants qui sont en pointe de la technologie. Et comment on fait pour faire le lien? La parole est ouverte. Bon, je vais me lancer. Je pense que une des plus grandes, en tout cas, en tant que maman, c'est une de mes plus grandes préoccupations, c'est cet accès illimité à cette technologie, à cette tech. Donc, je suis complètement d'accord qu'il y a d'extraordinaires startups et que on a des cerveaux, on a de la matière grise extraordinairement grande et nombreuse. Le problème, c'est le revers de la médaille, comme j'appelle toujours ça. C'est vraiment le revers de la médaille. Parce que cette tech elle-même fait en sorte que nos jeunes et nos moins jeunes, même nous, tous et toutes, sommes tout le temps connectés sur l'extérieur. On n'est pas connectés sur ce qui se passe chez nous. On est toujours en train de voir le gazon du voisin et jamais voir notre propre gazon. Et donc, plus RFI en Afrique francophone que les propres radios locales. C'est une réalité, ça, quand même.
C'est ça. Alors moi, je dis que la tech, oui, mais il faudrait que cette technologie-là soit plus exploitée d'un point de vue national, local, régional, continental, et non pas une technologie qui nous vend de mauvais rêves, parce que c'est pas vrai. Le rêve n'est pas français, n'est pas européen, n'est pas américain, n'est pas canadien, n'est pas nulle part. Il n'y a pas de rêve. Si c'était à refaire, je ne serais jamais partie de chez moi. Ça, c'est certain. Mais toujours est-il qu'il faudrait maintenant qu'on éveille les esprits encore. Je reviens à la sensibilisation, je reviens à l'éducation, parce que notre problème, ce n'est pas seulement la pauvreté, ce n'est pas seulement le manque de nourriture, mais c'est aussi cet analphabétisme structurel. J'en passe, tu l'as bien souligné, le manque d'électricité, d'eau potable, de routes, de dispensaires pour soigner les femmes qui accouchent. Ça existe encore. Ça existe encore. Des laboratoires. Et pourtant, par exemple, au Maroc, nous avons un des plus grands parcs éoliens du monde. On a un des plus grands parcs de l'énergie solaire mondiale. Et en même temps, il y a des enfants au Maroc aussi qui meurent de faim. Au Maroc aussi, on a encore des enfants qui n'ont pas d'électricité pour étudier. On a encore des enfants, des jeunes filles au Maroc qui ne peuvent pas aller à l'école parce que c'est pas sécuritaire de faire des 10 km et des 15 km dans des forêts et dans des terrains vagues qu'on ne sait pas qui c'est qu'on va rencontrer. Alors les parents préfèrent garder leurs filles chez eux. Alors, Jean-Marie, Madame Berada, Aminata, vous pouvez réagir évidemment. Hein. Je voudrais. Allez-y, Jean-Marie. Allez. Je voudrais simplement rappeler à Samira qu'il y a un petit Zimbabwéen qui n'a pas fait d'école du tout, qui a monté sa voiture, qui est en train de monter, qui a construit une automobile. Il est en train de construire tout le matériel qu'il faut pour faire l'agriculture. Il n'a pas été à l'école. Disons, en fait, c'est une boutade, en fait. Hein, je voudrais dire par là que l'Afrique est très riche. L'Afrique est très riche. Moi, je souhaite franchement que cette journée mondiale de l'Afrique serve à une prise de conscience. Parce qu'en fait, c'est que nous commençons, ce n'est pas une petite affaire. Moi, je pense que c'est une affaire qui va prendre de l'importance. En tout cas, je le souhaite de mon cœur, qui va prendre beaucoup d'importance et qui va plutôt conscientiser l'Afrique aujourd'hui. En disant, mais nous ne savions pas, moi, j'ai découvert là, je le rappelle encore, grâce à Marie, je m'a fait découvrir que l'Afrique a une journée qu'il faudrait célébrer tous les ans. J'ai un certain âge aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça que le cœur est encore jeune. Et donc, c'est pour ça que je dis l'Afrique est tellement riche. Si vous voulez, la scolarité, c'est une chose. Et ne pas aller à l'école non plus, c'est également une force pour ceux qui sont au village. Sans eux, nous ne serions pas là. Et donc, non, mais je pense qu'il faut que, il faudrait pouvoir réfléchir sur l'ensemble. Il faudrait que il faut vraiment que l'Afrique se réveille dans son ensemble. Il faut que toute l'Afrique se réveille. En se réveillant, moi, je pense plutôt à ce qu'il y a actuellement en Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a des jeunes aujourd'hui qui prennent conscience qu'en fait, tout n'est pas que de partir, de venir mourir dans la Méditerranée, hein, pour prendre ce que disait Samira en disant que la Libye est transformée aujourd'hui à un esclavagisme, tout ça. Mais donc, tout ça, il y a des gens qui prennent conscience. Moi, je voudrais aussi dire que parmi ça, la richesse de l'Afrique, vous avez aujourd'hui deux États africains aujourd'hui qui ne travaillent plus avec la Banque mondiale, qui ne travaillent plus, qui ne prennent plus de crédit. Il y a le Ghana, il y a le Lesotho, les petits deux pays africains. Ils sont tout petits, ils ne sont pas grands. Le Ghana aujourd'hui ne fait plus recours au Fonds monétaire international pour le marché. Et donc, ça, c'est un exemple peut-être qui n'est pas connu de tout le monde. Mais je ne sais pas, je souhaite qu'au lieu que notre journée prenne une autre dimension, vraiment je souhaite qu'elle prenne une grande dimension. J'ai failli proposer, nous sommes qu'au balbutiement, nous sommes qu'au début.
j'ai failli proposer d'avoir une édition en Afrique, une édition où on puisse... Non, mais vous savez, en fait, ça fait 57 ans que ça existe et ça a été... Mais non, mais ça existe. Mais au-delà de ça, effectivement, vous avez tout un mois encore. Il y a tout un tas de journées qui méritent d'être célébrées. Il y a tout un mois, et c'est ce que nous avons commencé à faire en ramenant sur le continent le mois de l'histoire de la diaspora et effectivement le mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora. Donc oui, ça va prendre de l'ampleur avec et ça sera ce que nous voudrons bien que ce soit cette journée-là. Madame Berada, est-ce que vous voulez intervenir à ce niveau-là? Comment faire nécessairement effectivement comment faire nécessairement la je voulais rebondir sur ce que Samira a dit. Samira a dit que, certes, même si on a une autosuffisance alimentaire au Maroc, il y a dans des coins reculés du Maroc où sévit encore la faim, hein, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à l'électricité. Hein. Ça, mais le gouvernement, il travaille. Il travaille. Et pour les enfants qui ne sont pas scolarisés, ils construisent des écoles où il y a des internats pour encourager les parents à envoyer leurs enfants dans ces écoles-là, dans ces internats, pour que l'alphabétisation puisse être générale. Merci beaucoup. Aminata, comment faire la jonction? On fait le tour de table, on va dire, pour conclure cet entretien avec vous, passionnant évidemment. Aminata, l'Afrique, effectivement, compte sur sa jeunesse, compte sur ses forces vives. Ce que vous faites est extraordinaire et cette confiance, cet afro-optimisme contagieux que vous diffusez est absolument formidable. Mais nécessairement, effectivement, il y a des enjeux qui sont importants et somme toute des choses de base qu'il faut vraiment mettre en place, ou en tout cas, ça peut se faire en même temps. Mais qu'on ne puisse pas effectivement courir après quelque chose sans pour autant effectivement bien arranger les choses, quoi. Faire ce dont... Je suis d'accord avec vous. Le lien, il est important parce qu'au final, on ne fait pas de la tech pour la tech. On fait de la tech pour quelque chose. Et on voit qu'effectivement, les pouvoirs publics, parfois, dans certains pays, souvent d'ailleurs, ne sont pas à la hauteur des attentes et n'ont pas permis d'aller là où on veut arriver en termes de développement, en termes d'indice de développement humain, en termes de suppression de la faim, en termes d'éducation pour tous. On est absolument d'accord sur ce sujet-là. Mais ce qui me rassure, c'est deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, il y a une plus grande transparence auprès de la population de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, même si les gens, les pouvoirs ne répondent pas forcément aux attentes des populations, les populations voient et sont capables de communiquer beaucoup plus facilement grâce notamment à cette tech. Ce qui se passe, on a bien vu le printemps arabe, il a été facilité parce que tout le monde était connecté et parce que des gens se sont réunis sur Facebook, entre autres. Ça a commencé comme ça, après ça s'est étendu. Donc, au moins, on a plus de transparence et du coup, il y a plus de responsabilité que les gens doivent avoir, que les pouvoirs doivent avoir auprès de leur population parce qu'ils sont capables de réagir et de savoir ce qui se passe en temps réel. Ça, c'est la première chose qui me rassure. La deuxième chose qui me rassure et le deuxième lien que je vois, c'est que, oui, les pouvoirs publics ne sont pas nécessairement au rendez-vous, mais il y a d'autres secteurs privés, le secteur privé et la société civile qui sont au rendez-vous de l'autre côté et qui contribuent d'une certaine manière. Donc, on a plein de start-upers, mais pas que. Il y a aussi des multinationales qui sont en train de faire des choses de plus en plus intéressantes dans les pays parce qu'elles ont compris, pour certaines, pas toutes, mais elles ont compris que maintenant, c'est du développement, c'est du business de développement qu'on fait. On ne fait pas juste du business, on fait du business avec une orientation de développement durable. Donc, on a maintenant des opérateurs de téléphonie qui vendent des kits solaires. C'est le cas en RDC, c'est le cas au Mali, c'est le cas à Madagascar. On a des opérateurs de téléphonie qui font aussi des plateformes pour que les paysans puissent connaître le prix des denrées pour qu'ils puissent les vendre au bon prix et qu'ils ne soient pas à perdre de l'argent en les vendant moins cher alors que ça peut se vendre mieux dans certaines autres régions du pays. Et donc, il y a plein de startups qui le font. Il y a des sociétés d'électricité ou des centrales qui aussi font à côté de la culture, de l'agriculture pour aider les gens de leur région. Donc, on a maintenant finalement, même s'il n'y a pas que les pouvoirs publics, même s'ils ne font pas nécessairement tout ce qui est nécessaire, on a aussi la société civile, les entreprises, les startups qui peuvent faire des choses et ceci
aussi grâce à la tech. Donc, moi, je vois un peu ces deux liens-là. Plus de transparence, du coup, plus de responsabilité et de responsabilisation, mais aussi la tech comme un enabler pour faire d'autres choses que les pouvoirs publics ne font pas encore à grande échelle ou n'ont pas les moyens de faire à grande échelle. Mélina, vous êtes sur mute. Parce que j'ai ma fille à côté qui donne une conférence en même temps. Donc, on essaye de cohabiter. Voilà. Alors, le mot de la fin pour vous, Samira. Merci beaucoup, Aminata. Le mot de la fin pour vous, Samira. Alors, moi, tout ce que j'espère, c'est que vraiment, comme a dit Monsieur Jean, c'est ça? Jean-Marie. Jean-Marie, c'est que j'espère que cette journée sera une opportunité de sensibilisation, une opportunité de mise de l'avant de cette conscience, d'une conscientisation généralisée de toutes nos populations parce que c'est très important. Nous avons une richesse extraordinaire à tous les niveaux, de toutes les façons et de tous les genres, et il faudrait qu'on l'exploite à bon escient. Nous avons des ressources extraordinaires, il faut juste leur donner la chance, comme dit Aminata, il faut juste leur donner la chance, leur donner les moyens pour qu'elles soient exploitées, qu'elles sortent au grand jour et que nous puissions avancer vers un avenir meilleur pour l'Afrique, l'ensemble de l'Afrique. Merci beaucoup, Samira. Jean-Marie, le mot de la fin pour vous? Oh, mais simplement, je souhaite, comme je le disais tout à l'heure, que cette journée soit franchement, nous fasse réfléchir à l'avenir de l'Afrique et à la limite qu'on soit, comment dire ça, qu'on serve d'alerte, qu'on serve d'alerte, si vous voulez, même si on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain, au moins pour que ça permette à la jeunesse d'aujourd'hui de mieux apprendre, à la jeunesse d'aujourd'hui de développer ce qu'ils ont envie de développer. Je pense, en disant cela, je pense au petit Togolais, mais je ne sais pas si Aminata a entendu parler, qui précisément, un petit Togolais qui a mis au point un téléphone que tous les grands marketeurs américains, européens, asiatiques ont voulu acheter. Et bien, dis donc, je voudrais que ça se développe chez moi au Togo. Je ne sais pas si, je m'excuse de dire ça, si les autorités du Togo l'ont aidé à développer cette technique-là. Parce qu'en fait, lui, son téléphone, le truc l'a inventé, je le sais, je l'ai vu. C'est qu'en fait, on peut l'utiliser partout sans avoir besoin d'électricité, tout ça, bien au solaire. Donc, dès lors qu'on a son appareil, ça se développe. Il n'a pas voulu le faire développer. Ça, c'est un cas précis qu'on aurait pu. Je ne sais pas si Aminata est au courant, mais enfin. C'est vrai qu'en fait, l'Afrique fourmille comme ça. Voilà, il faut. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Aminata, Jean-Marie, Samira. Merci. Merci, ma fille. Merci, Aminata. Merci pour les toutes belles. Merci beaucoup. Marie, on poursuit donc notre journée et puis nous allons de nouveau rencontrer d'autres personnes. Nous faisons une petite pause.